ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым. Перестройка хозяйственного механизма, перестройки сознания. C'est la fin. Voilà ce que je me suis dit. C'était le 25 décembre 1991, j'avais 33 ans, et j'ai pensé, l'idéal le plus puissant depuis le christianisme est mort. Le communisme est mort. Il était né du rêve primordial de justice et de fraternité et avait été pendant des siècles ridiculisé et réduit à l'utopie. Mais nous l'avions porté au pouvoir. Et maintenant, il était vaincu. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. C'était la défaite d'un empire réputé invincible et qui ne fut vaincu que par lui-même. Je n'arrive pas à croire que mon socialisme à moi, je ne le verrai plus vivant que dans mes rêves. Mais au réveil, je ne me lamente pas. C'est mort, enterré à jamais, et c'est tout. Non, papa, tu ne peux pas dire ça. Tu as été dans ce système toute ta vie. Si j'ai voulu faire des études d'histoire, c'est pour que rien de cette période ne soit oublié. Toutes les atrocités dont on a entendu parler, la répression, la cruauté et les mensonges. Tu n'étais pas souvent là quand j'étais petite dans les années 80. Tu disais que tu ne pouvais pas rester avec nous à l'Ouest, car tu devais donner une chance au socialisme là-bas, chez toi. Tu pensais que l'Union soviétique existerait toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais comprendre pourquoi le plus grand empire de l'histoire, avec tous ses pays satellites, son armée et ses services secrets, s'est effondré comme un château de cartes. Pourquoi et comment le communisme est-il mort ? Février 1984. Notre dirigeant Andropov vient de mourir. Je ressens, quoi, de la tristesse? Non, de l'espoir. L'espoir d'un renouveau pour notre pays. Eh bien non, j'avais tort. Un autre zombie, Tchernenko, a pris sa place. L'histoire se répétait. Et même s'il était clair que Tchernenko ne tiendrait pas longtemps, il y en avait des dizaines comme lui qui attendaient leur tour. Je ne voyais pas en eux l'avenir glorieux qu'on m'avait appris à attendre du socialisme. Bien sûr, mais ces dirigeants communistes moribonds n'étaient pas simplement des pantins ridicules. Andropov a beaucoup durci la répression politique, et sa mort n'a pas amélioré la situation. Lagle Parek, militante estonienne des droits de l'homme, se souvient bien de cette époque. Au moment de mon arrestation, j'étais en train de nager. On est venu m'arrêter à la piscine. On m'a accusé d'agitation et de propagande anti-soviétique et condamné à 6 ans de camp de travail et régime spécial et à 3 ans d'exil. Quand ça s'est passé, Andropov était encore vivant. Mais j'ai appris sa mort dans le train qui m'emmenait au camp. On était tellement nombreux qu'on dormait à tour de rôle. J'étais endormi sur la couchette du haut, quand tout à coup j'ai réalisé que le train était à l'arrêt. Puis j'ai entendu un hurrah assourdissant. Le wagon tanguait. Alors les autres m'ont demandé « Hé, toi, la politique, qui va prendre la place d'Andropov ?» En tant que prisonnière politique, j'étais censée connaître la réponse. Tchernenko, le successeur d'Andropov à la tête de l'URSS, n'est pas resté bien longtemps au pouvoir. Il est mort à peine plus d'1 an après Andropov.
les chefs d'État étrangers revenaient pour la 3e fois en 3 ans à Moscou, s'aligner devant le mur du Kremlin dans un froid glacial. Mais de quel œil les citoyens ordinaires voyaient-ils ces décès à répétition? Voici Uwe Wirtwein, ancien soldat de la RDA, Sergiu Celac, ancien interprète du gouvernement roumain, et Imre Szilágyi, artisan hongrois. Quand la télé hongroise passait en boucle une symphonie de Beethoven, on savait qu'il était arrivé quelque chose en URSS. Que quelqu'un était mort. Brejnev, Andropov ou Tchernenko. Sergiu Celac, de Roumanie. Dans le communisme, c'est la règle. On quitte le poste de secrétaire général du parti les pieds devant. Uwe Wirtwein, d'Allemagne de l'Est. À l'époque, j'étais à l'armée. Je crois qu'il y a eu 2 enterrements pendant mon service. Et à chaque fois, on a tous été obligés d'aller dans la salle télé pour regarder la cérémonie. Der feierliche Marsch hat das Lenin-Mausoleum in der Mitte des Roten Platzes erreicht. On se demandait à chaque fois quelle direction ça allait prendre. La fin prochaine de Tchernenko avait beau être parfaitement prévisible, je n'avais aucune envie de rester là pour l'attendre. En fait, on peut presque dire que c'est grâce à ça que je suis née. La déception que te causait le régime a dû t'aider à sauter le pas pour quitter l'URSS et épouser ma mère. Mais en mars 1985, le nom du nouveau dirigeant d'Union soviétique, un homme jeune, a fait le tour du monde. Le communisme allait peut-être avoir un visage humain, au sens propre du terme, et dans l'endroit le plus inattendu de tous, au Kremlin. Tu étais peut-être en train de jouer avec moi, ton enfant d'1 an, dans notre appartement de Charlottenburg, au moment où tu l'as appris. Mais j'ai l'impression qu'en pensée, tu as dû retourner directement en URSS. Mais pourquoi c'était aussi important qu'en 1985, Mikhail Gorbatchev prenne la tête de l'Union soviétique, à 54 ans? Qui Gorbatchev et qu'est-ce que Gorbatchev? Car c'est tout autant un homme qu'un phénomène. Andrei Grachev, directeur adjoint du département international du comité central, et plus tard, porte-parole de Gorbatchev. Le phénomène Gorbatchev a commencé à surgir de la réalité soviétique de l'époque, avant même de se matérialiser sous les traits d'un homme avec un prénom et un nom. D'un point de vue politique, il n'est pas unique. Il est typique de sa génération. C'est un homme d'origine paysanne, un homme du peuple, venu faire ses études à Moscou. Un homme qui, comme tant d'autres jeunes fonctionnaires, politiquement engagés, a découvert avec effroi et consternation les horreurs du stalinisme. Et qui a tenté, avec d'autres jeunes gens de son âge, de trouver refuge dans cette niche des années 60, dans la croyance que le socialisme, le véritable socialisme, n'avait pas encore vu le jour. Il fallait en finir avec l'héritage du stalinisme, toujours présent sous Brejnev, mais sans les grandes purges. Anatoly Tcherniaïev, adjoint de Mikhail Gorbatchev avant et pendant sa présidence.
Le système stalinien était toujours en vigueur, tant au niveau économique que politique, et tout spécialement dans le domaine des droits de l'homme. Il fallait en finir avec ce système, et c'est Gorbatchev qui a été à l'origine de cette éradication. J'appartiens à la génération qui n'a pas souffert de la période stalinienne. Général Alexei Kandaurov, officier du KGB de 1973 à 1991. Mon choix de rentrer au KGB coulait de source. Je voulais défendre mon pays. Et j'estimais que le meilleur moyen de le défendre, c'était de travailler dans les services secrets et le contre-espionnage. Gorbatchev n'a pas surgi de nulle part. Il était bien évidemment soutenu par certaines forces qui l'ont propulsé au premier plan. Andropov a été le principal initiateur de son avancement. Il a commencé à le pistonner à l'époque où il était président du KGB et il a continué une fois devenu secrétaire général. Je vais vous dire comment c'était en 1985. Boris Bilenkin, membre de l'association Mémorial, organisation indépendante de défense des droits de l'homme. Les 9 et 10 janvier, j'ai pris une bouteille et je suis allé boire avec l'écrivain Félix Vetov. Tchernenko n'en avait plus pour longtemps. C'était évident. Nous savions parfaitement que Gorbatchev allait être le prochain. C'était l'horreur. Ce Gorbatchev était un véritable cauchemar. Il était jeune, il avait au moins une vingtaine d'années devant lui. Et nous allions en prendre encore pour 20 ans. Nous avions adoré Andropov et Tchernenko, ces deux vieillards croulants et débiles. Moi, je misais tout sur Grishine. Je voulais qu'il soit le prochain. Il avait déjà un pied dans la tombe et il y aurait bientôt des funérailles. Un spectacle vraiment génial. Nous connaissions le passé de Gorbatchev. Il ne différait en rien de celui de centaines de ses semblables. Membre du Politburo ou pas, peu importait. Ce n'était qu'un rond de cuir du parti, comme tant d'autres. Son passé était nul. Un passé absurde de membre du parti. Que pouvait-on attendre de lui? Personne dans mon entourage n'aurait pu dire « Voilà, maintenant Gorbatchev va arriver au pouvoir et tout va changer ». Non, c'était totalement inattendu. Молодежью мы своей можем гордиться. Почему? Вы возьмите, Сибирь кто осваивает? Осваивает кто? Молодежь идет, берет на себя. Армия на чьих плечах? Молодежь. Возьмите все новые предприятия, электроника, электротехника и так далее. Женщины, молодые мужчины, молодежь. Впервые пришел. C'est la première fois qu'un homme doté de moralité est arrivé au sommet du système soviétique. Морали. Ну куда же ближе? Человек пришел к власти. Cet homme arrive au pouvoir et voit l'héritage que lui ont légué ses prédécesseurs, Brejnev, Andropov, Tchernenko, etc. Une économie en ruine, minée par le complexe militaro-industriel et la course aux armements, qui non seulement gangrène l'économie, mais aussi le psychisme de la société tout entière. Et cet homme s'aperçoit que la course aux armements a atteint un degré tel que la moindre erreur, la moindre défaillance technique peut plonger l'humanité dans une guerre nucléaire. La génération de Gorbatchev n'a pas grandi dans la peur panique de la menace extérieure, de la menace occidentale. C'est une génération qui n'a pas souffert du syndrome 1941, le syndrome de l'attaque surprise de l'Union soviétique par l'Allemagne. Cette mémoire historique d'une tragédie nationale, partagée par des millions de soviétiques, était devenue l'alibi, le mandat qui avait permis d'exiger du peuple soviétique n'importe quel sacrifice pour éviter une nouvelle guerre. Gorbatchev croyait avant tout qu'en se débarrassant des aspects odieux du régime précédent, de ses absurdes préparatifs pour une guerre impossible, et en se réconciliant avec l'Occident, il lui serait possible de secouer le pays un peu comme un thermomètre et de le propulser vers la modernité.
19 ноября встретились Михаил Сергеевич Горбачев и Рональд Рейган. Первая советско-американская встреча на высшем уровне. Il s'est aperçu que non seulement l'Occident ne s'apprêtait pas à attaquer l'Union soviétique, mais surtout que ce même Occident redoutait l'Union soviétique, ce qui a été une véritable révélation pour Gorbatchev. Il a fait comprendre à l'Occident que la doctrine Brejnev était morte et enterrée et que l'URSS n'envahirait jamais le territoire de ses alliés pour résoudre leurs problèmes. Par conséquent, jamais les troupes soviétiques ne seraient envoyées en Pologne, en RDA ou dans n'importe quel État satellite, comme ça avait été le cas en 1968. La souveraineté limitée n'avait plus lieu d'être, et nos alliés du pacte de Varsovie devaient recouvrer leur liberté. Gorbatchev a convoqué tous les dirigeants pour leur annoncer que l'époque du jardin d'enfants était révolue, qu'ils étaient désormais responsables devant leur parti, leur peuple et leur pays, et que Moscou n'allait plus s'ingérer dans leurs affaires intérieures. La liberté, c'était se faire expulser du jardin d'Éden des travailleurs. Combien de petits frères soviétiques voulaient vraiment de la liberté à ce prix? Les pays de l'Est n'en étaient pas tous au même point économique, politique et culturel. Et ils avaient donc des réactions spécifiques aux ambitions de Gorbatchev. En 1985, la Pologne est encore sous la main de fer du général Jaruzelski. La Hongrie, jusqu'alors relativement prospère, est au bord de la faillite. La Roumanie s'est aussi gravement endettée pour financer le palais présidentiel. La RDA, la Tchécoslovaquie et la Bulgarie stagnent sous des régimes à la Brejnev, avec Honecker, Husak et Zhivkov. La Hongrie était sans doute l'État le plus libéral du bloc communiste. Zoltán Zolai, photographe officiel du gouvernement hongrois, a saisi une mise en scène politique très révélatrice. Un sommet des dirigeants du pacte de Varsovie s'est tenu à Budapest. Et Gorbatchev est arrivé en compagnie de Ceausescu. À l'époque, ça faisait déjà longtemps que Gorbatchev enguirlandait Ceausescu. J'ai compris à cette occasion qu'il n'existait entre eux aucune compréhension fraternelle. Chaque jour après le repas, après les débats, tout le monde posait pour la prétendue photo de famille. On était là, à attendre le moment de la photo. Tout le monde était au rendez-vous. Et Kadar est arrivé le dernier. Un groupe s'était formé autour de Gorbatchev. Voilà Gorbatchev, Jaruzelski et Honecker. Ceausescu, lui, se tient à l'écart. Lorsque Kadar est arrivé, il a hésité. Il ne savait pas vers qui aller, à qui parler. Ceausescu ou les autres. Kadar a commencé à réformer progressivement le socialisme hongrois bien avant Gorbatchev. Tout d'abord, en instaurant le socialisme du goulash, et par la suite, une sorte d'eurosocialisme pluraliste. Le communisme goulash avait ses bons côtés. Ambrus Sarkozy, industriel hongrois.
J'avais mis une petite annonce et j'avais plein de commandes. De ce côté-là, ça allait. Le problème, c'est qu'ils s'acharnaient à nous mettre des bâtons dans les roues. Je vous explique. On avait le droit de s'installer à son compte, mais tout dépendait en réalité de la bonne volonté de la municipalité. Si par exemple on voulait devenir fabricant de volets, il y avait toujours une petite dame au registre du commerce pour dire « Il y en a déjà 2 dans le quartier, ils n'en ont pas besoin d'un 3e. » Et voilà, au suivant. Il fallait être très fin psychologue et plein de ressources pour ne pas être jeté dehors. Finalement, j'ai réussi à créer ma propre entreprise. C'est ce besoin d'être libre qui a décidé de toute ma vie. Petit déjà, je ressentais ce besoin. Et la liberté préférée de tous, celle dont on rêvait tous, c'était la liberté de voyager. Je rêvais d'aller en Grèce, à Paris. Qui n'en aurait pas rêvé? Je gagnais bien ma vie, alors j'ai voyagé. Il y avait 2 stratégies concernant le rideau de fer. András Sekfű, analyste des tendances de l'opinion publique pour la télévision nationale hongroise. En Union soviétique, en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie, personne ne pouvait obtenir de visa de sortie à part les très bons éléments. Par contre, la Hongrie et la Pologne délivraient des passeports, mais ils n'étaient pas tout à fait comme ceux de l'Ouest. On y insérait un papier qui précisait « Autorisation pour une seule sortie du territoire à but privé ». Donc nos passeports seuls n'étaient pas suffisants pour sortir du pays. En Hongrie, tous les ans, on retrouvait 3-4 personnes mortes près des barbelés en essayant de passer à l'ouest. Certains pensent que le communisme goulash, qu'on trouvait en Hongrie, n'était pas une vraie dictature, mais c'est faux. En fait, le régime de Kadar, c'était un peu du tango. Un pas à droite, un pas à gauche, un peu plus de dictature, un peu plus de liberté économique. En Hongrie, après la Seconde Guerre mondiale, il y avait des centaines de milliers de gens qui avaient vraiment foi en l'idéal communiste. Mais dans les années 80, ces vieux camarades ont plus ou moins disparu. La nouvelle génération de dirigeants sous Kadar ne croyait plus à l'idéologie communiste. Mais ils étaient quand même conformistes et obligés de s'aligner sur l'Union soviétique. C'est pour ça qu'on ne peut pas nier l'importance de la perestroïka. Début 1986, l'Union soviétique n'avait pas beaucoup changé. Le Parti communiste tenait encore son congrès, le 27e de son histoire, dans le lieu habituel et en respectant l'immuable rituel. Le secrétaire général Gorbatchev n'a pas renoncé à la langue de bois et a prononcé un interminable discours de propagande communiste. Mais il a lancé 2 mots russes qui devaient faire date et être universellement adoptés dans le vocabulaire politique. Perestroïka, restructuration, et glasnost, ouverture. Принципиальным для нас является вопрос о расширении гласности. Это вопрос политический. Без гласности нет и не может быть демократизма. Les correspondants et les analystes occidentaux l'ont bien entendu et ont peut-être été les premiers à y voir le signe d'un profond bouleversement. Malheureusement, Gorbatchev est beaucoup mieux compris par l'intelligentsia occidentale que par les siens. Alexander Tsipko, conseiller de Gorbatchev pour la Pologne. Il a tenté de corriger le système en fonction de la situation qui régnait dans les pays d'Europe de l'Est et de leur soif de démocratie et de liberté. C'est l'essence même de la perestroïka de Gorbatchev, de la glasnost, etc. En Hongrie, la perestroïka et la glasnost étaient perçues comme des signes de naïveté.
Voilà qu'une espèce de Candide se retrouve à la tête du parti en Russie et veut réformer la façon de boire la vodka. Il est bien naïf. Nous, on continuera à boire notre vodka et tant pis pour la perestroïka. Nous ne sommes pas les seuls à trop boire, mais aucun autre pays n'était aussi visiblement touché par l'alcoolisme que l'Union soviétique. Au moment de l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, les maladies et les accidents directement liés à l'abus d'alcool avaient réduit l'espérance de vie des hommes soviétiques à moins de 60 ans. Il a voulu intervenir et sa campagne contre l'alcoolisme est restée dans la droite ligne de la propagande soviétique. Gorbatchev a restreint ou même interdit la consommation d'alcool. Roland Wötzel, ancien cadre du Parti communiste en RDA. C'est très bien. Mais d'un point de vue économique, ça a été une erreur. Le budget de l'État en a énormément souffert. Je ne dis pas qu'il faut boire comme des trous, mais on ne peut pas non plus traiter une tradition de cette façon. Pourtant, ça n'a pas trop affecté les Allemands. Pour eux, c'était même un succès. Enfin quelqu'un qui agit. Sauf qu'il n'agissait pas au bon endroit. Les mesures de lutte contre l'alcoolisme ont eu un certain succès et ont fait un peu décroître la mortalité. Mais on ne faisait pas seulement la queue pour acheter de l'alcool en Union soviétique. Les organisateurs de cette campagne ne prenaient pas en compte les multiples raisons qui causaient cet alcoolisme catastrophique pour le pays. On ne peut pas toujours en appeler à la perestroïka ou à la glasnost. Le fait est que les rayons des magasins étaient de plus en plus vides. Honecker avait compris une chose, c'est que Gorbatchev avait un gros point faible. Il n'avait absolument aucune solution pour résoudre les contradictions internes, en particulier dans le domaine de l'économie. C'est pour ça qu'Honecker recevait toutes les idées de Gorbatchev avec une très grande circonspection. Il les considérait toujours avec beaucoup de réserve. Ces relations étaient bien entendu différentes avec chacun de ses dirigeants. C'était avec Jaruzelski qu'elles étaient les meilleures. Celui-ci s'était très rapidement enthousiasmé pour Gorbatchev, qu'il considérait comme un exemple et une chance de sortir de la situation dans laquelle il s'était embourbé avec Solidarność. La perestroïka n'aurait pas existé si Gorbatchev n'avait pas choisi de réagir aux événements qui se produisaient en Pologne. Et s'il n'avait pas décidé de sauver le socialisme en l'associant à la démocratie. J'ai personnellement écrit de ma main le projet pour le Politburo du comité central du PCUS. 2 pages. Les notes à l'intention du Politburo ne devaient pas faire plus de 2 pages. Je l'ai rédigé et j'ai démontré qu'une opposition constructive n'était pas négative et qu'il fallait laisser Jaruzelski faire une place à une opposition constructive. La menace d'une invasion de l'armée soviétique était réelle. Andrzej Rosiewicz, chanteur et compositeur polonais très connu et sympathisant de Solidarność. La loi martiale a rendu illégale Solidarność et toutes les organisations non gouvernementales. Même les organisations d'artistes, de peintres, ont été dissoutes. Ronald Reagan avait surnommé la Russie l'Empire du Mal. Et voilà qu'apparaissait soudain un secrétaire général qui comprenait qu'un changement était nécessaire. Как тебя зовут? Как его зовут? Я обожаю имя. Ежи. Ежи, да? Ежи. Я напишу Ежи,
Un directeur de salle de concert à Zielona Góra m'a demandé si j'accepterais de chanter à son spectacle. J'ai dit OK, à condition qu'on m'autorise à chanter Michael, Michael. C'était une chanson de mon cru, totalement différente des autres. En Pologne, il était interdit de considérer les camarades soviétiques avec humour. Alors, se moquer d'eux, vous pensez? Ma chanson était un tube. Des milliers de gens sont venus m'écouter. J'adore la musique russe. Pour moi, tout ce que la Russie compte de merveilles, elle les doit à sa musique. Alors j'ai introduit un extrait d'une célèbre chanson russe dans Michael, Michael. Gorbatchev n'était pas comme Brejnev, un Russe implacable, uniquement capable de nous envoyer ses soldats. Il avait des manières d'occidental. Oj, oj, mama, kruszyca ziemia, matruszka Rosja, rodzina moja. Oj, oj, mama, patrzcie, sił, nowej rewolucji, powiedzieć Il était détendu comme le sont les Occidentaux, sans complexe, très conciliant. Quand je suis allé le saluer, il m'a dit « Andrei, merci ». J'ai essayé de lui mettre mon nœud papillon, mais il a reculé, il ne voulait pas. Raïssa est alors intervenue et elle m'a pris le nœud papillon des mains. Certaines personnes disent qu'elle m'a sauvé la vie. Parce que quand je me suis approché de Gorbatchev, ses gardes du corps se sont alarmés. Ils ont cru que je voulais l'agresser. C'est donc grâce à Raïssa que j'ai eu la vie sauve. J'ai accueilli Gorbatchev avec enthousiasme, je le répète, avec enthousiasme, de même que le renouvellement de l'équipe dirigeante. Mais vu que je travaillais à la 9e direction, j'ai pu l'observer de près. Pas d'un point de vue politique, mais dans son quotidien. La 9e direction ne s'occupe pas que de la protection, mais aussi de l'organisation de la vie du numéro 1, des membres du Politburo et des candidats au Politburo. Je m'occupais aussi de l'organisation des services spéciaux, des achats à l'Ouest. Pour moi, la première alarme a retenti en été 1985, quand après avoir déclaré la lutte contre la stagnation et contre les privilèges, il nous a donné l'ordre de lui faire construire une nouvelle résidence à la campagne. Il avait déjà une datcha officielle. Il pouvait aussi vivre à Gorky 9, là où avait vécu Andropov, ou choisir n'importe quelle résidence officielle. Mais non, il fallait lui construire à toute vitesse une nouvelle datcha, et tout ça sous son contrôle direct et celui de sa femme. Nous avons dépensé des sommes folles prélevées sur l'argent public. Ensuite, il a fallu lui faire bâtir une résidence en Crimée. La situation économique était de pire en pire et nous voilà partis construire une datcha à côté de Pitsunda. Non seulement il a gardé les privilèges dont il bénéficie en tant que secrétaire général, mais il les a amplifiés, ce qui n'était pas le cas du temps d'Andropov, qui était un véritable ascète. Et lui, il tendait vers les valeurs occidentales, pas seulement la démocratie et la liberté, mais aussi les valeurs matérielles, et de plus, celles du haut de l'échelle sociale. Pour moi, Gorbatchev n'était pas un homme corrompu. La corruption, ce terme qui est devenu essentiel pour comprendre la Russie depuis ce temps-là. Mais finalement, nous, les petits de ce monde,
Nous ne pouvons pas savoir de quoi un grand dirigeant a besoin pour honorer un emploi du temps surchargé ou rencontrer les autres chefs d'État. On s'est préparé, on s'est lavé. 3 ouvriers d'une usine de locomotives de Bucarest se souviennent de la visite de Gorbatchev. On ne bossait plus. On peignait et on faisait des retouches. La production s'est arrêtée quelques jours. On nous a ordonné d'arrêter de fumer, de nous laver les dents, de nous raser. Gorbatchev nous a demandé si on avait assez à manger. À l'époque, on manquait de nourriture. Et là, Ceausescu est intervenu en disant « Laissez-les travailler, on s'occupe de leur alimentation ». Ils ont organisé une exposition culinaire pour faire croire qu'on mangeait bien. Ça a duré le temps de la visite de Gorbatchev. Il y avait cette oie farcie aux champignons. Quand les équipes de tournage sont arrivées, elle avait disparu. Où est passée l'oie? Ça a été un scandale. En fait, on avait poussé l'oie jusqu'à ce qu'elle tombe de la table. Il n'y avait plus qu'à la couper et à la partager. On a tous eu un petit morceau. Михаил, это песня для тебя, чтобы новые реформы, как древние до кольца. Михаил, ты построишь новый мир, не английский, не французский, но ты русский богатырь. Ой, ой, мама, кружится земля, матушка Россия, родина моя. Ой, ой, мама, кружится земля. Et c'est au moment où Gorbatchev était sur le point de devenir une star absolue sur la scène politique internationale que s'est produit le drame. A massive leak of radioactivity from a Soviet nuclear power station has resulted in many casualties in what may be the world's worst nuclear accident. J'ai appris qu'il y avait eu un accident à Tchernobyl en changeant d'avion dans un aéroport de l'Europe de l'Ouest. J'ai aussitôt appelé ma mère à Leningrad. Bien qu'étant très informée dans ce domaine, puisqu'elle a soutenu une thèse de géophysique, elle n'avait absolument entendu parler de rien. Personne de ma famille, ni aucun de mes amis en Russie, ne savait quoi que ce soit. Même le nom de Tchernobyl est resté inconnu de beaucoup de gens en URSS pendant plusieurs jours après l'accident. Сообщение о катастрофе, имевшей место в европейской, то есть густонаселенной части Советского Союза. Этой катастрофе в значительной степени посвящены... En 1986, les gens écoutaient ces radios occidentales. Yuri Reiman, président de l'association des anciens intervenants estoniens à Tchernobyl. Il y avait Radio Free Europe et aussi La Voix de l'Amérique. Elles étaient interdites, mais avec un bon récepteur, on arrivait à les capter. Elles ont été les premières à parler d'un grave accident à Tchernobyl. Cet accident avait eu lieu le 26 avril, mais en Union soviétique, le 1er mai était une grande fête. Il y avait des défilés dans toutes les villes. Et il était interdit de diffuser une aussi mauvaise nouvelle. Le défilé du 1er mai a eu lieu. Il faisait beau. Et Kiev est situé juste à côté de Tchernobyl. Il y avait toujours des pionniers qui participaient au défilé. Des enfants avec leurs petites cravates rouges et leurs chemises blanches à manches courtes. Mais la poussière radioactive ne cessait de tomber sur la ville. Et il aurait fallu interdire le défilé. Ça a été pour Gorbatchev une grande épreuve politique. Tout d'abord, il lui a fallu plusieurs jours, plus de 10 jours, pour mobiliser les forces nécessaires pour endiguer l'accident. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле,
Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. 7 из них скончались. Справа блок номер, центральный зал блока номер 4. Включи! Выше! Вова! Держи это место! Держи! Vous imaginez? Ils ont commencé par jeter des sacs de ciment et de sable dans le réacteur en feu depuis des hélicoptères. Ils étaient obligés de voler très bas et ils ont été exposés à de terribles doses de radiation. Ils sont déjà tous morts. Le réacteur avait explosé et il était entouré de tout un tas de bâtiments, d'autres réacteurs qui fonctionnaient. Il fallait absolument nettoyer les toits. La première année était la pire. Chaque homme recevait un tablier, fait dans une espèce de mélange de caoutchouc et de plomb, et une pelle. Il devait aller sur le toit et jeter les débris dans un container ou les balancer dans la brèche. Il ne devait pas rester sur le toit plus de 20-30 secondes. C'était leur journée de travail. Et tous les gars qui étaient là-bas la première année, eux aussi, ils sont déjà tous morts. Il fallait refermer la brèche le plus vite possible, parce que la poussière radioactive était déjà au-dessus de l'Europe. La seule solution, c'était d'envoyer l'armée. Il fallait des tonnes de gens, et ils en ont envoyé des milliers. En temps de paix, j'étais réserviste. Mais Tchernobyl était considéré comme un état d'urgence, une situation de guerre. Ils avaient le droit de m'appeler. Et c'est ce qui s'est passé. En moyenne, chaque homme devait rester 2 mois maximum. La règle, c'était qu'il ne fallait pas dépasser une certaine dose de REM. C'est l'unité qui permet de mesurer le degré d'irradiation. Une fois qu'on avait atteint cette dose, on pouvait rentrer à la maison. Il y avait même des gars qui travaillaient plus longtemps, au détriment de leur santé, pour pouvoir rentrer plus vite chez eux. Moi, je travaillais uniquement dans les cuisines, où le taux de radiation était le moins élevé. Du coup, je suis resté là-bas 4 mois. Quand la construction du sarcophage a enfin été terminée, il fallait planter un drapeau rouge en haut d'une immense cheminée. Une cérémonie officielle, avec je ne sais quel responsable, devait avoir lieu parce que le sarcophage avait été construit en un temps record. Allez savoir ce qu'il lui avait promis. Mais un type s'est porté volontaire. Il a grimpé au sommet de la cheminée pour y planter le drapeau rouge. Cette cheminée métallique datait d'avant l'accident. Elle était complètement irradiée. Et ce type est mort depuis longtemps. Vous imaginez ? Grimper en haut de cette cheminée au nom de la propagande soviétique. C'est terrifiant. Tchernobyl a poussé Gorbatchev à tout faire pour obtenir l'interdiction des armes nucléaires. Après Tchernobyl, il n'a cessé de déclarer lors des réunions du Politburo « Regardez ce qui s'est produit avec l'explosion d'un seul réacteur en temps de paix. Imaginez ce qui se passerait en Europe si les armes atomiques explosaient. C'est inadmissible. Nous devons tout faire pour nous en débarrasser. » Et sur ce plan-là, paradoxalement, il s'est rapproché de Reagan. Le sommet de Reykjavik, en octobre 86,
a revêtu une immense importance pour des gens qui se trouvaient pourtant à des milliers de kilomètres de l'Islande. On m'a fait sortir du camp et on m'a ramené le jour même de la rencontre entre Gorbatchev et Reagan à Reykjavik. Reagan avait été réélu en 1984 et on avait tenu à le féliciter. Dans une lettre très courte, on lui disait « Nous sommes des prisonnières politiques et nous vous félicitons, Monsieur le Président ». C'était important qu'il sache qu'il y avait des prisonniers politiques en URSS. Ça mettait Gorbatchev en mauvaise posture, car un des points à négocier avec Reagan portait précisément sur les prisonniers politiques. Gorbatchev a probablement compris qu'il devait en libérer quelques-uns, et il essayait de trouver le moyen d'y parvenir sans perdre la face. Pendant que Gorbatchev discutait avec Reagan de l'armement nucléaire, Andrei Sakharov, inventeur de la bombe et plus grand dissident soviétique, était toujours à Gorky, où Brejnev l'avait envoyé en exil. Il a fallu près de 2 ans à Gorbatchev après son accession au pouvoir pour le faire revenir. Вечером поздно постучали в дверь. Пришло 3 человека, один из КГБ, и они поставили нам временный телефон. В 3 часа позвонил Горбачев. Михаил Сергеевич сказал, что принято решение о вашем возвращении в Москву. C'est Sakharov qui a inventé dès 1970 le concept de glasnost, d'ouverture, qui a été attribué plus tard à Gorbatchev. Il a beaucoup mécontenté les dirigeants soviétiques en avertissant l'Occident que le désarmement et la détente seraient impossibles sans respect des libertés en URSS, sans glasnost. Вы будете встречаться с Горбачевым? Это зависит не от меня, вы знаете. Я никогда не отказываюсь ни от каких встреч. Дайте пройти. Но это зависит не от меня. Gorbatchev n'était pas pressé de rencontrer le plus grand dissident soviétique, et la perestroïka ne semblait pas avoir affaibli la cause communiste à Moscou. Ni même le bolchevisme, un mot utilisé par le secrétaire général du parti, Mikhail Gorbatchev, lors du 70e anniversaire de la révolution russe. Идея перестройки опирается на наш исторический опыт большевизма с современностью социализма. В 2017 году наш народ, все прогрессивное человечество встретит столетие Великого Октября. Каким будет мир, когда он перешагнет вековую отметку нашей революции? В октябре 1917 года мы ушли от старого мира, бесповоротно отринув его. Мы идем к новому миру, миру коммунизма. С этого пути мы не свернем никогда. Ну, это не трудно. Нет, у нас трудности, безусловно, есть в стране, но мы надеемся, что все будет благополучно. Что мы все за Горбачева, за его политику, за его перестройку. Вот все. Что мы можем сказать, что вы за всех говорите? А разве вы против перестройки? Я не против перестройки. А почему вы говорите, что мы все за Горбачева? А разве вы не за Горбачева? Нет. Очень это плохо. Уже наш. Нет, это не плохо. У нас есть более умные и более компетентные люди. Кто, например? Ельцин. Мы уже не будем здесь. Идея перестройки опирается на наш исторический опыт большевизма. Une fois qu'on s'engage sur la voie des réformes, on ne peut plus s'arrêter. Et il y a toujours quelqu'un qui veut en faire davantage. C'est ainsi qu'il est arrivé, ce Russe renfrogné, d'origine modeste, avec l'immense ambition d'accéder au pouvoir, aussi irréaliste qu'ait pu sembler cette idée au départ. Son ambition, ainsi que son nom, devait rester inconnu du monde extérieur pendant encore longtemps. Mais dans le destin de l'Empire communiste, cet homme était une bombe à retardement.